Les poèmes de Rimbaud sont regroupés dans le cahier de Douai et nous étudions la deuxième partie des reparties de Nina, dans la première partie, le poète invite sa bien-aimée à faire une promenade dans la campagne amoureuse avec une immersion intimiste dans la nature. Et dans la deuxième partie, ce sera une immersion dans la vie rurale. Nous lisons ce texte. Nous regagnerons le village au ciel mi-noir, et ça sentira le laitage dans l'air du soir. Ça sentira l'étable pleine de fumier chaud, pleine d'un lent rythme d'haleine et de grand dos, blanchissant sous quelques lumières, et tout là-bas, une vache fientera, fière à chaque pas. Les lunettes de la grand-mère et son long nez, dans son missel, le pot de bière cerclé de plomb, moussant entre les larges pipes qui, crânement, fument, les effroyables lippes qui, tout fumant, happent le jambon aux fourchettes, tant et plus, le feu qui claire les couchettes et les bahuts. Ce texte se compose de 3 parties. Nous avons d'abord une scène, un tableau dans une étable, un deuxième tableau dans une maison de village, et nous terminons par la déclaration d'amour exaltée, et Nina répond par ça, elle rend sa sentence. Comment cette scène de genre crée-t-elle un nouveau lyrisme, un lyrisme fulgurant? Nous regagnerons le couple après une journée au grand air. Les amoureux se dirigent vers un lieu civilisé. Au ciel mi-noir, c'est une indication de temps qui montre que la nuit va bientôt tomber. Ils ont la satisfaction d'une journée bien remplie. Ils cherchent maintenant le réconfort. Et ça sentira le laitage dans l'air du soir. Cet ajout qui commence par la conjonction de coordination montre la primauté des sens olfactifs. Rimbaud sans arrêt sent d'abord, presque avant de voir. Les très nombreuses rimes intérieures, par exemple ici l'étage, l'air, brisent encore plus cet alexandrin qui est déjà réparti sur 2 vers, puisqu'un alexandrin ici c'est octosyllabe plus tétrasyllabe, 8 plus 4, et les rimes intérieures brisent encore plus ce rythme, donnant au tout un aspect prosaïque et puis un aspect très brisé, qui est bien sûr signe de modernité, de volonté aussi d'aller plus vite, de donner un peu de nervosité à cet alexandrin. Alors l'hypotypose qui suit se passe cette fois-ci dans une étable. En fait, on n'a pas une sorte de didascalie qui dirait par exemple « nous sommes entrés, nous rentrâmes dans une étable ». On comprend d'après l'éloignement du regard ou la proximité du regard, comme dans un film au final, où sont les personnages. Donc ici, ça sentira l'étable pleine de fumier chaud, on peut se douter qu'ils se sont rapprochés. L'anaphore ici, ça sentira, est également prosaïque, puisque le pronom démonstratif imite le langage parlé, mais de toute façon, il est en train de lui parler, donc on est ici réaliste. Alors, ils sont rentrés dans cette étable, et à nouveau avec une anaphore, pleine d'un lent rythme d'haleine et de grand dos. Des annotations successives permettent de préciser au fur et à mesure que les sens captent la réalité. Donc sans arrêt, Rimbaud essaye d'être authentique et d'imiter ce qui se passe dans le cerveau humain, c'est-à-dire qu'on ne voit pas, on ne sent pas tout à la fois. Donc là, après avoir senti d'abord la bouse de vache, et bien maintenant il va entendre, puisqu'il s'est rapproché, leur respiration. Alors est-ce que véritablement les bovins ont un rythme? Finalement, on a presque l'impression que Rimbaud transforme ce bétail en orchestre, mais c'est bien là son ambition, rendre à la poésie un peu plus de simplicité,
ou rendre aux choses archaïques leur lyrisme pour montrer que eh bien, des vaches qui respirent toutes ensemble, eh bien, ça peut être extrêmement émouvant. Et de grand dos, il s'agit ici d'une synecdote particularisante, c'est-à-dire qu'au lieu de dire le mot vache, qu'il n'a toujours pas écrit, il décrit la partie de la vache qu'il voit, puisque effectivement, les vaches sans doute serrées les unes contre les autres ne sont pas visibles entièrement. Ce qu'on voit, ce sont les dos. Rimbaud, il y aura beaucoup de nasal, de sons prononcés avec le nez dans tout ce poème qui ralentit en fait le rythme, plein d'un lent rythme d'haleine et de grands dos blanchissants, beaucoup de ans ici, qui sont à nouveau des rimes intérieures qui montrent que les vaches, eh bien, ce sont des animaux lents. Et tout là-bas, une vache fiantera. Ici, on a une provocation grotesque de la part de Rimbaud, qui refuse que certaines réalités soient éloignées de la poésie. Donc, il précise bien qu'un animal défèque avec une harmonie imitative évidente. On a une allitération en V, ch et f, doublée d'une assonance en yan, qui imite le son que la bouse de vache fait en touchant, en tombant par terre. Et puis l'adjectif fier qui humanise presque cette vache, eh bien, signale le soulagement d'une vache qui a fait ses besoins. Et en fait, Rimbaud veut tout simplement nous montrer que les êtres humains, comme les animaux, sont soulagés, sont heureux pour toutes sortes de raisons. Nous passons maintenant au deuxième mouvement, la deuxième partie. Les points de suspension ont coupé finalement net, comme un cut violent au cinéma, la première scène, parce que Rimbaud, enfin le poète, attendait que Nina réagisse. La jeune femme ne réagit pas. Il passe donc à autre chose. Il y a une ellipse. Alors le tiret marque qu'on est dans une autre scène, et cette fois-ci on est dans une scène de genre. C'est-à-dire que comme Greuze ou comme la peinture hollandaise du XVIe siècle, on a une famille qui se tient dans un lieu unique et à nouveau l'ellipse signale que Rimbaud n'a pas envie de s'attarder à une sorte de didascalie qui dirait que le couple est entré, mais au vu de tous les détails que Rimbaud va nous signaler, on peut se dire qu'ils sont dans la pièce et qu'ils sont enveloppés par tout ce qu'ils voient. Ils n'existent plus, eux, il n'y a plus de nous du tout, mais ils notent, ils font l'inventaire de tout ce qu'ils voient. Et on peut imaginer qu'ils s'en amusent, puisqu'en fait, cette galerie de personnages sera croquée. On commence par un accessoire de la grand-mère, les lunettes, et son nez long, on est bien dans de la caricature, avec à nouveau des onds qui ralentissent, qui peut-être ridiculisent le portrait de cette grand-mère. Ce sont des sons peu élégants. Donc elle fait sa prière avec la Bible. Les 2 points paraissent aberrants, puisque 2 points, normalement, c'est explicatif, c'est pour montrer la conséquence. Mais en fait, ici, en plein milieu du vers, en plus, eh bien, elle montre que toutes ces scènes se passent en même temps. Cette simultanéité de scènes est marquée par une ponctuation étonnante qui veut dire que eh bien, il y a une promiscuité très importante, une grande densité dans la même pièce à vivre. Le pot de bière, donc autant on commence à chaque fois par l'accessoire, l'objet. D'abord, il y avait les lunettes, maintenant il y a le pot de bière. On a comme un zoom finalement, donc c'est à nouveau un langage très visionnaire, pratiquement cinématographique, avec le détail de la mousse. Et on se doute, à nouveau cette fois-ci, on a les objets qui appartiennent très certainement à des hommes, puisqu'on a les larges pipes, on se dit qu'il y a plusieurs hommes. Donc ce sont des hommes qui ont bien mérité, après une journée de travail, on imagine, à la campagne, ils sont près d'une étable, donc ce sont sans doute des agriculteurs, ont bien mérité leur repos après une journée de labeur, et c'est dans la convivialité qu'ils passent la fin de journée. Leur récompense, c'est la bière, c'est le tabac, et
de manière assez intéressante, les pipes sont humanisées. Les larges pipes qui crânement fument. Les pipes, comme la vache tout à l'heure, sont fières. C'est comme si finalement le bonheur, la joie passait non seulement aux animaux, mais aussi aux objets. Tout est joyeux, tout est heureux, tout est fier. On a sans arrêt des vers, des phrases qui syntaxiquement sont coupées avec des enjambements, des verbes détachés. Ici, on a un verbe fume. Qui est-ce qui fume? Eh bien, ce sont les larges pipes qui crânement l'adverbe brise le rythme, avec un que qui pourrait signaler finalement justement une espèce de son qui claque un petit peu agressif de la fierté. 2 points, une scène juxtaposée, une nouvelle annotation, un nouveau tableau simultané. Les effroyables lips, cette fois-ci on a un très gros plan puisqu'on voit de très près la bouche, c'est monstrueux. Effroyable nous laisse penser que cet hyper réalisme fait peur. On ne sait même pas encore ce que font ces bouches, qu'on a à nouveau un rythme heurté, puisqu'on a un tout fumant qui est au masculin singulier. Ce ne sont donc pas les bouches qui fument. Il faut attendre de lire la suite qui est dans la strophe suivante. Qu'est-ce qui est fumant? C'est le jambon. Ça, c'est bien un plat des Ardennes, le jambon chaud. On a d'abord le sens olfactif ou la vue, on voit la fumée qui se mélange d'ailleurs avec la fumée des pipes, et ensuite on comprend que c'est du jambon. Toujours Rimbaud essaye de traduire l'authenticité de ses perceptions. Ap, on a cette fois-ci en plus la perception du bruit, puisque sans doute qu'il y a des bruits de bouche et de salive. Et puis aux fourchettes est un petit peu étonnant, le complément de moyen là, avec quoi ils attrapent le jambon. Tant et plus, on a une notion de quantité. Ici, les travailleurs rustiques mangent beaucoup. Et donc, c'est le travailleur qui a faim en fin de journée, toujours des appétits qui pourraient paraître grossiers dans une poésie lyrique. Une annotation de la couleur qui donne sans doute un aspect assez merveilleux et peut-être même un petit peu magique à cet ensemble, avec le feu qui donc est ce qui rassemble tous ces membres de la famille, avec les couchettes qui signifient qu'ils dorment là également, et qu'en plus il y a plusieurs meubles. Claire couchette, une allitération en C qui donne du dynamisme à ces effets de lumière sur les meubles. On avait la grand-mère, on avait les âmes. Cette fois-ci, on passe à un enfant qui n'est pas signalé tout de suite par par le concept, par la notion d'enfant, mais d'abord par une synecdoque particularisante triviale, puisqu'on parle de ses fesses. Pourquoi est-ce qu'on parle de ses fesses? On comprendra à travers plus tard que c'est parce qu'il marche à 4 pattes, à genoux. Donc effectivement, comme les vaches tout à l'heure, on voit d'abord ses fesses avant de voir son visage et avant de comprendre que c'est un enfant. Et toujours ce tableau morcelé, fragmentaire, parce qu'il y a trop de choses qui se passent à la fois. Luisante et grasse d'un gros enfant. Ici, on a un vocabulaire redondant. Fesses, grasse, luisant et enfant. Et gros. C'est vraiment le même champ lexical. Qui fourre, on a un vocabulaire qui est presque animal et qui se précise avec une métaphore filée de l'animal avec le museau. Donc dans les tasses, ça signifie qu'il est en train de faire des bêtises. Il boit ce qui est réservé soit aux adultes, soit aux animaux. Avec une allitération, une assonance en ou, four, genou, museau. Et cette harmonie interne se lit également dans les tasses blancs, et on arrive à de toutes petites unités qui fourrent à genoux 2 syllabes, 3 syllabes, de sorte qu'on a presque l'impression d'une comptine, d'une chanson, d'une forme beaucoup plus
populaire que l'alexandrin auquel nous a habitués la poésie lyrique. Alors cet enfant profite de l'inattention générale, puisqu'il y a beaucoup de monde très occupé, pour boire manifestement du lait. Alors le museau blanc est polysémique, puisque blanc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est parce qu'il a encore la peau tendre d'un petit enfant, ou bien est-ce que c'est parce qu'il a bu du lait? On peut s'imaginer plusieurs choses, et à ce moment-là, blanc serait une métalepse, c'est-à-dire qu'on inverse la cause et la conséquence. Il a bu du lait qui est blanc, et la conséquence, c'est qu'il a le museau blanc. Donc en fait, comme d'habitude, Rimbaud saute des étapes, nous enlève des mots, afin d'adopter un style fulgurant, pour aller plus vite en fait, pour que le style et l'essence soient plus électriques. Frôler, la scène continue, frôlé par un mufle qui gronde, donc au mufle répond, le mufle répond au museau, cette fois-ci c'est un véritable animal, qui gronde d'un ton gentil. On a vu que toute cette scène était pleine effectivement de gentillesse, de bienveillance. Le mufle est à nouveau une synecdoque particularisante. Il y a tellement de choses qui se passent et tellement de densité dans un petit espace qu'on voit d'abord le bout de la gueule de l'animal avant de voir l'animal. D'ailleurs, on ne saura pas ce que c'est que cet animal, si c'est un chat, si c'est un chien, parce que le regard n'a pas eu le temps de percevoir tout ça. Donc on est toujours dans une perception très réaliste qui est très moderne. Donc ce bonheur dans la cellule familiale, cette vie domestique, eh bien, elle se fait dans l'affection des hommes avec les animaux. Hein. Pour lèche, l'animal lèche le petit, c'est à la fois pour récupérer le lait et aussi pour témoigner de son affection. Les points, alors ce ne sont pas des points de suspension parce qu'il y en a plus que 3, donc c'est une interruption en fait. Et cette interruption, elle est doublée d'une ligne complète de petits points qui veut dire qu'il y a eu un silence de la part du locuteur, du poète qui essaye de rapporter à Nina ce qu'ils feront, parce qu'en fait on est dans une projection. Mais cette projection, en fait, c'est traduite par un présent, on avait pour lèche et tous les autres verbes qui sont au présent, qui est un présent de narration. La scène est tellement vive que le poète l'a transcrit comme si il la voyait devant lui. On a eu une suite d'hypotyposes. Que de choses, alors c'est comme ça qu'on dit justement, hein, choses vues, c'est-à-dire scène de la vie quotidienne. C'est une expression qui veut dire qu'on décrit ce qu'on voit, on prend des notes. Donc toutes ces choses exaltent le poète, puisqu'il dit que de choses, ça veut dire tu te rends compte le nombre de choses que nous verrons. Il s'adresse directement à sa bien-aimée avec chair en incise. Dans ces taudis, jusqu'ici la misère n'était pas flagrante, mais en fait il veut nous rappeler que même dans un milieu misérable, il y a beaucoup de belles choses et surtout d'humanité à capter. Quand la flamme illumine claire les carreaux gris, donc répétition du vers de le feu qui claire les couchettes, et en fait, on a vraiment l'impression que cette fois-ci, ils sont sortis parce que les carreaux gris, peut-être qu'ils voient encore une dernière fois par la fenêtre cette scène. À nouveau une interruption, donc ça c'était un petit peu la phrase, la strophe de transition, et on passe véritablement à la troisième partie. Ils sont sortis du domicile où ils s'étaient invités manifestement, et cette fois-ci ils rentrent pour de vrai, ils se remettent en route. On le sait par le deuxième vers avec les lilas, donc les fleurs signalent qu'ils sont ressortis dans la campagne. Puis petite et toute nichée. Donc là, on a un faux espoir, comme souvent Rimbaud met en apposition de manière antéposée des mots qui nous amènent sur une fausse piste. Donc petite et toute nichée, moi je peux avoir l'impression qu'il s'agit de Nina qui enfin s'est réfugiée dans les bras de son bien-aimé et qui se fait raccompagner par son grand amour. Elle est petite, elle est disposée enfin à se rapprocher physiquement.
mais en fait, on comprend après que c'est la vitre qui est petite et toute nichée. Alors, dans les lilas noir et frais, à nouveau avec un enjambement, les adjectifs qui appartiennent au groupe nominal sont séparés de leur noyau lilas, parce que c'est pareil, à chaque fois, cette pause de la fin du vers correspond au moment où on perçoit les choses. Donc il faut un tout petit temps pour comprendre qu'ils sont tout noirs. Maintenant, les lilas, ils ne sont plus colorés. Et ça signifie donc que la nuit est tombée. Encore une métalepse, c'est la conséquence et la cause, c'est la nuit. Dans cette idée que Rimbaud veut écrire de manière expéditive. Donc la vitre est cachée qui rit là-bas. Alors vitre rit. On a autant toute la scène de genre précédente était un peu lourde avec des sons qui ralentissaient. Et cette fois-ci, on a quelque chose de plus dynamique avec vitre rit. L'espoir amoureux renaît. Pourquoi qu'est-ce que cette vitre est personnifiée? Eh bien parce que c'est leur maison qui est une promesse eh bien, de rapprochement physique où le poète s'imagine que peut-être, enfin, elle va céder à ses avances. À nouveau, des points de suspension qui signifient qu'il s'interrompt. Il attend sans doute une réponse physique ou verbale. Elle ne répond manifestement rien. Et donc, il s'exprime de manière bien plus claire. Tu viendras, tu viendras, tu viendras, qu'il va dire 3 fois. Ça veut dire tu viendras faire cette promenade, tu rentreras avec moi, chez moi. Et dans une perspective polysémique, il n'est pas interdit également de s'imaginer que tu viendras, comme en anglais, en allemand signifie, eh bien tu jouiras après un acte, une relation intime. Donc il s'imagine qu'elle a cédé. Je t'aime, point d'exaltation, d'exclamation, oui. Ce sera beau, il est repassé au futur, il est certain, il essaye de se convaincre que tout cela va fonctionner selon ses projets. N'est-ce pas, il demande confirmation, et même il va lui faire une proposition encore plus folle, et enfin, après ce poème fleuve, elle l'interrompt, avec une italique qui montre que peut-être d'ailleurs elle n'a pas du tout parlé, ou alors elle est complètement en dehors du poème. Et elle l'interrompt, donc on a comme au théâtre, on a d'abord le nom du personnage, elle, tiret, et mon bureau, avec une phrase averbale, sans verbe, une interrogation. Et il n'y a que ces 3 mots au final. Alors le poème s'appelle Les reparties de Nina, c'est-à-dire les réponses vives, c'est ça une repartie, c'est une réponse du tac au tac. Et bien ici c'est un titre qui s'avère être ironique, puisque non seulement il n'y en a pas plusieurs de réparties, mais en plus cette répartie n'est pas du tout vive, et elle est hors sujet. Alors qu'est-ce qu'elle signifie? Il y a beaucoup de sens possibles, hein, on est face à une phrase polysémique. Ça n'a pas tellement d'importance, ce qu'on retient, c'est qu'elle n'est pas du tout dans l'optique d'une promenade amoureuse, d'un rapprochement physique. Elle s'intéresse, elle, pour des projets d'avenir, soit à son lieu de travail, soit à un meuble, soit à son métier. Et elle ne l'a pas écouté, et elle lui rappelle au bon sens administratif, professionnel. Donc elle détruit tout le lyrisme que Rimbaud a mis en place, et Rimbaud lui-même, avec cette femme qui bien sûr n'existe pas, eh bien plein d'autodérision, montre que finalement chanter des choses aux filles, ça ne sert à rien. Elles ne vont pas s'en occuper, elles sont préoccupées, et elles n'écouteront pas. Mais il a écrit son poème pour lui-même montrer ce qu'il apprécie dans la vie.